Sur l'almanach des postes et télégraphes de 1941, Maréchal, nous voilà. Son portrait apparaît partout dans les bâtiments officiels, bien sûr. Et ici, sur le calendrier des postes. Maréchal, nous voilà. C'est aussi plagié sur un air d'opérette, la Margoton du bataillon, le titre de l'hymne officieux de l'État français, souvent chanté sur les ondes de Radio Paris et Radio Nationale. Début 1941, la vie culturelle reprend peu à peu à Péronne. Je cite Guy Savary. L'harmonie municipale a repris ses répétitions et organise sous la direction de M. Russe un premier concert le 23 février. Ce concert de bienfaisance est un véritable succès, aussi bien par la qualité de ses artistes régionaux que par la qualité du public qui y assiste. Le malheur rapproche les Péronnais, la salle est comble, et nombreux sont ceux qui réclament une autre date, faute de place. Deux portraits du maréchal Pétain, mis aux enchères, rapporteront une somme importante au profit du comité de secours aux prisonniers de guerre. Comme le dit Guy Savary, on constate qu'en février 1941, il y avait encore beaucoup d'admirateurs du maréchal Pétain. À la suite de ce brillant concert, M. Charles Picard, président de l'harmonie municipale, remet au président du comité de secours aux prisonniers de guerre une somme importante de 5 000 francs. Fermé depuis l'arrivée des Allemands et réquisitionné par eux-mêmes, le cinéma Le Picardie donne une première séance le 13 avril 1941. Lors de cette première séance, le président de la société immobilière, propriétaire du cinéma, remercia l'officier de la commandanture de Péronne d'avoir donné son autorisation, recommanda au public la plus grande correction pendant les spectacles et annonça aux actionnaires présents qu'ils allaient pouvoir toucher les dividendes du dernier exercice. Évidemment, ces films seront soumis à la censure et les actualités ne seront que de la propagande allemande. En ce début d'année 1941, le front Stalag 204, camp du Quinconce, est fermé. Les prisonniers de guerre français sont alors acheminés en Allemagne. Le 18 mars 1941, Le Progrès de la Somme, journal régional, dans un communiqué préfectoral, invite les familles de prisonniers de guerre à se faire recenser. Le déclarant, le plus proche parent du prisonnier, est invité à se faire connaître et à se présenter à la mairie aux périodes indiquées. Par ce même quotidien, le 31 mars 1941, le bureau de placement allemand délivre les dates où il se tiendra à la mairie afin de recevoir les sans-travail de Péronne et des environs pour les informer des possibilités de métier en Allemagne et prendre aussi les engagements. Quelques-uns se sont renseignés, mais personne n'a signé. Ce sera souvent par ce biais que la préfecture et l'occupante informeront la population des ordonnances, décrets et dictats. C'est ainsi que la commandanture fait paraître dans le Progrès de la Somme du 7 mars 1941 le communiqué suivant. Le commandant de la Feldkommandantur 610 signale qu'au cours du brûlage de chemins et fossés, des câbles téléphoniques ont été coupés dans plusieurs cas. Afin d'éviter que de pareils faits ne se reproduisent, le brûlage de bordures de chemins et fossés est formellement interdit. Le nouveau conseil municipal, en application de la loi du 16 novembre 1940, complétée par instruction ministérielle du 6 janvier 1941, le nouveau conseil municipal est désigné par arrêté préfectoral du 31 mars 1941. Il aura pour maire Daniel Boinet.
La première réunion de ce nouveau conseil municipal imposé se tiendra le 9 avril 1941. Comme le maire, les adjoints sont aussi désignés. Il s'agit de Raymond Le Forestier, médecin, premier adjoint. Jean Caron, avoué, deuxième adjoint. Madame Suzanne Daudré, veuve de l'ancien maire mort au combat, sera la seule femme de cette assemblée. Monsieur Léon Leroux, négociant et ancien maire, injustement révoqué en octobre dernier, est réhabilité et exercera les fonctions de conseiller municipal. Monsieur Barthélemy Poncet, agent d'assurance, alors en captivité, est lui aussi désigné. En est-il informé? Quand pourra-t-il venir aux réunions? Lors de la deuxième assemblée du nouveau conseil municipal, le 16 avril, M. Pelletier, nouveau préfet de la Somme, s'invite à la réunion. En début de séance et en réponse à l'allocution de bienvenue du maire, après avoir rendu un hommage ému à la mémoire du commandant Louis Daudré, au nom du gouvernement du maréchal Pétain, le préfet indique qu'il n'ignore pas les difficultés de la ville et assure le conseil de toute l'aide des services préfectoraux. Il signale qu'il a demandé à l'État de participer aux dépenses de ravitaillement. Et quant au ravitaillement lui-même, il a obtenu dernièrement l'importation de bêtes grasses pour le département de la Somme et pense faire pour le blé facilement la soudure avec la prochaine moisson. Pour le charbon, il fait l'impossible pour qu'on ne souffre pas trop cet hiver. Après son intervention générale, le préfet Pelletier se dit prêt à répondre aux questions dont la plupart concerneront les contraintes de l'occupation et la façon de s'y soumettre, mais aussi d'une école à la Chaplette, d'un bassin de natation, des transports hippomobiles, de la constitution d'un stock de farine et des questions financières, etc. Depuis l'instauration de la République française, notre devise était liberté, égalité, fraternité. Mais depuis le 10 juillet 1940, plein pouvoir du maréchal Pétain, il n'y a plus de République. Le gouvernement de l'État français impose une nouvelle devise: travail, famille, patrie. Ainsi, pour honorer cette nouvelle devise, une fête du travail sera fixée au 1er mai. De même, une journée nationale des mères sera inscrite au calendrier au nom de la famille. Quant à la patrie, ce sera la fête nationale du 14 juillet, mais réservée au recueillement, à la mémoire des morts pour la France. Ce 25 mai 1941, c'est la fête des mères à Péronne. Les mamans des familles nombreuses, avec leurs enfants, sont reçues dans la salle des votes sous le portrait du maréchal Pétain, par un aéropage de personnalités fort nombreuses. Après la lecture des lettres écrites par les enfants et adressées aux mères, les félicitations des autorités, le discours du sous-préfet, la Marseillaise jouée par l'harmonie municipale, les petits seront récompensés par une distribution de brioches. Les allocutions, comme celles prononcées lors de la première fête des mères, sont vivement applaudies par la population dans le désarroi, qui se raccroche désespérément à l'aura du vainqueur de Verdun. La confiance au vieux maréchal est importante. Même les soldats prisonniers affichent son portrait dans les baraquements des stalags et des oflags. Ils sont sûrs qu'il obtiendra rapidement leur libération. C'est vrai pour certains. M. Barthélemy Poncet, conseiller municipal désigné, sera libéré en août et prendra aussitôt ses fonctions avec pour responsabilité la représentation et le secours des prisonniers de guerre de Péronne. Les propos tenus dans les discours qui précèdent peuvent aujourd'hui surprendre, voire même choquer. Pourtant, ils sont un assez juste reflet du climat psychologique du moment. Et les auteurs ne furent jamais pétainistes ou vichistes. Guy Savary.
À l'époque, à Péronne, aucun habitant ne se doutait d'une telle barbarie des nazis, ni de l'allégeance à ce parti du chef de l'État français qui, lui, savait. Le pénible commentaire d'une telle affiche nous sera épargné. D'après les historiens de l'époque, il n'y eut aucun juif recensé à Péronne. Brève de 1941. À dater de juillet 1941, le textile est contingenté. Les habitants sont invités à retirer leurs cartes à la mairie. Le charbon, lui aussi, se fera de plus en plus rare. Dans une communication du 12 juillet 1941, le préfet invite la ville à souscrire au profit de la famille du prisonnier de guerre une effigie gravée du maréchal Pétain au prix de 250 francs, ce qui fut fait le 26 août, ne pouvant s'y soustraire. Par circulaire préfectorale du 14 août, un terrain de sport provisoire est créé du côté du monument aux morts. Pour remédier à la pénurie de métaux non ferreux, manquant cruellement à l'industrie française, la population de Péronne est invitée à partir du mois d'août à remettre au dépôt de la rue du Paon cuivre, bronze, étain, dont elle n'a pas l'utilité. Le vendeur recevra immédiatement un reçu, qui sera honoré dans le mois. À partir de novembre, tout propriétaire de véhicule devra faire recenser son automobile, tracteur ou motocyclette. Les produits de première nécessité devenant de plus en plus rares, les combines, marchés noirs et marchés gris se développent, permettant aux plus fortunés, notion toute relative, un petit plus. Chaque parcelle de terrain sera exploitée par des jardiniers amateurs, ou plutôt de nécessité. Ceux qui le peuvent élèveront aussi des poules, des lapins. Vols, rapines et larcins se multiplient. Il faut bien manger, mais la gendarmerie veille. Je me rappelle ma mère nous racontant les restrictions et ses kilomètres parcourus à bicyclettes aux pneus élimés pour rapporter à la famille une demi-livre de beurre et des œufs donnés par des cultivateurs amis de mon grand-père. Je l'entends encore nous parler avec répulsion des topinambours et des rutabagas que la famille mangeait quand il n'y avait plus de pommes de terre, et des ersatz de café obtenus en tournant la manivelle d'un grilloir à orge. Lors de la réunion du conseil municipal du 19 novembre 1941, le maire informe les conseillers du courrier qu'il a reçu du préfet, lui demandant, au titre de la réquisition des métaux non ferreux, l'enlèvement de la statue de Marie Fourré, ajoutant qu'un moulage pourra être effectué aux frais de l'État si la ville le demandait rapidement. Le déboulonnage sera effectué le 19 janvier 1942 et la ville sera remboursée de 14 700 francs. L'empreinte en plate, effectuée à Abbeville et les frais de manutention pour cette opération coûteront à l'État 28 000 francs, ce qui est plus cher que la statue elle-même. Contrairement à ce que pensent la plupart des Péronnais, c'est bien l'État français qui a ordonné l'enlèvement de la statue de Marie Fourré. Et Guy Savary ajoute « Disons néanmoins que destinés à l'industrie française, ces statues et monuments en alliage cuivreux étaient fondus pour les besoins de l'armée allemande, ce qui revient au même. » Qu'a-t-on fait du moulage de la statue de Marie Fourré? Qu'est-il devenu après-guerre? Personnellement, petit, je l'ai entrevu au château, et peut-être aussi dans le hangar d'aviation de Flamicourt, le bras cassé. Où est-il passé depuis? Probablement détruit, dans l'ignorance du patrimoine à transmettre. Revenons aux métaux.
en février 1943, un impôt métal proportionnel à la contribution mobilière sera instauré. C'est aussi à cette époque que les cafetiers seront contraints de remettre le zinc ou éteint de leur comptoir. Contraintes et mainmises se poursuivent. Comme elle l'avait déjà fait en juillet 1942, l'armée allemande réquisitionne de nouveau les chevaux en ce début d'année 1943. La ville de Péronne, détenteur de 2 de ces animaux, utilisés pour atteler le tombereau du cantonnier, et l'autre pour l'enlèvement des ordures, n'est pas concernée par cette saisie. Mais quel crève-cœur pour les propriétaires des possédés. C'est pour les faire crever en Russie, comme on le dit, les larmes aux yeux. En réponse au débarquement surprise des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, Hitler décide le 11 d'occuper la zone libre. La bataille de Stalingrad se présente mal pour l'armée allemande. La Wehrmacht capitulera le 2 février 1943, perdant 380 000 hommes, tués, blessés ou prisonniers. Pour combler ce vide, une partie des troupes quittera Péronne. L'hôpital et le collège Béranger seront libérés, mais de nombreuses maisons seront encore réquisitionnées. Dans la cour du collège Béranger, et aussi en d'autres points de la ville, on procède à l'exhumation des corps des soldats français décédés lors des bombardements de Péronne du 17 mai 1940 et provisoirement enterrés. Des croix coiffées du casque de la victime marquent l'endroit. Après identification, on procédera à une nouvelle inhumation, plus convenable. Le couvre-feu est toujours de rigueur, 22 heures la semaine, 23 heures le dimanche. La commandanture est toujours installée à côté de la salle des fêtes. Son interprète, Mademoiselle Brobecker, alsacienne résidant avenue de la République, est considérée par la population comme inflexible.